Messieurs, merci. Merci Frédéric de m'avoir invité. Merci à tous d'avoir eu le courage de rester pour cette deuxième partie d'après-midi. Alors voilà, je vais vous parler de la connexion des médecins, effectivement, et pas que des médecins. Serons-nous tous connectés en 2020 ? Eh bien, probablement. D'ailleurs, on l'est déjà. Alors, juste un micro-rappel sur ce qu'était le web, à savoir que l'histoire du web, c'est pas fait du premier coup. Voilà, on a commencé avec le web 1.0, les plus âgés d'entre nous se souviennent de Netscape. Et puis, on est aujourd'hui au Web 3.0, qui est l'interfaçage entre l'homme et la machine. Alors, ce Web 3.0, il est lié à différents systèmes qui sont les interfaces. Alors, les interfaces, je vous rappelle, parce qu'on parle toujours d'objets connectés, mais on ne parle pas forcément des bonnes choses. L'interface, en fait, c'est ce qui va permettre à un utilisateur de se connecter à Internet. La tablette, le smartphone, le PC ne sont pas des objets connectés en tant que tels, ce sont avant tout des interfaces qui permettent d'accéder au web. L'objet connecté, lui, c'est un petit peu différent. Il va recueillir des informations, les transmettre à un serveur, traiter ces données, et puis la question qui va se poser, c'est où vont aller ces données ? Je sais, j'ai une banque d'images qui vaut de l'or. Et quelles vont être les failles de sécurité qui vont être liées à l'utilisation de ces objets. Alors, connecter, c'est bien, mais connecter à qui ? Alors, la première question qu'il faut se poser dans cette connexion, c'est qui est le bénéficiaire ? Est-ce que c'est le patient ? Est-ce que c'est le médecin ? Ça, c'est plutôt pas mal. Mais est-ce que c'est pas plutôt l'assureur ? Voire les GAFAM. Alors GAFAM, je vous rappelle, pour les non-geeks, que c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Voilà. Et c'est eux qui sont intéressés, car toutes vos données de ces objets connectés, même s'ils transitent jusqu'à votre docteur, jusqu'au patient, à un moment, ils vont passer par ces super entreprises qui, elles, vont retraiter. Si vous n'avez jamais utilisé les Google Assistants, vous allez vite voir que quand vous utilisez un assistant Google, et même quand vous surfez sur Google autrement qu'en mode privé, et bien curieusement, les pubs qui arrivent sont des pubs qui correspondent à ce à quoi vous avez surfé un petit peu avant. Et ça, ce sont des systèmes qui sont utilisés par ces GAFAM pour augmenter leur productivité. Alors, deuxième point qui pose problème avec ces objets connectés, c'est la sécurité. Voilà, on en a parlé très récemment, il y a des pompes à insuline qui sont piratables, il y a eu les défibrillateurs implantables de Saint-Jude, et tous ces dispositifs médicaux connectés sont à risque d'attaque. Alors, les dispositifs médicaux, alors qu'ils ont la législation de dispositifs médicaux, sont déjà à risque de cyberattaque. Imaginez bien qu'il y a un objet connecté autre et tout à fait à risque de cyberattaque. Alors, les dispositifs médicaux, c'est un petit peu plus simple parce que généralement, vous avez vu, si vous cherchez du Windows 95, vous pouvez le trouver dans vos dispositifs médicaux, vos pompes marchent avec des vieux systèmes. Et du coup, ça veut dire un risque d'infecter votre système avec des virus qui sont soit des malwares, soit des ransomware. Le ransomware, ce sont le WannaCry que le NHS a touché, c'est-à-dire qu'en gros, on vous interdit d'utiliser votre objet sous couvert d'une rançon. Il y a des cliniques en Californie qui ont payé quelques centaines de milliers de dollars pour récupérer les dossiers médicaux de leurs patients. Donc ça, le connecté, c'est bien, mais attention à la sécurité. Alors, le premier mode de connexion, évidemment, c'est le réseau social. Le réseau social, c'est le premier mode de connexion. Allez, alors je ne vais pas demander qui est abonné à un réseau social, mais qui n'est pas abonné à un réseau social dans la salle ? Il y a foule. Voilà. Quasiment tout le monde a un compte Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, et j'en passe, c'est des meilleurs. Eh bien, ces premiers modes de connexion, nous sommes déjà tous connectés à ces réseaux sociaux. Eh bien, il faut faire excessivement attention à ce qu'on y met. Et je vous rappelle que la violation du secret médical, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en France. Alors en Belgique, je pense que ça ne va pas être beaucoup mieux, sans compter la plainte ordinale. Alors, le réseau social, c'est intéressant à condition que ça reste entre nous, entre soignants. Parce qu'il y a une petite démonstration qui a été sympa à faire, c'est Twitter est plus fort que Dr House. Voilà. C'est un auteur tchécoslovaque dont je n'oserais même pas prononcer le nom tellement il est complexe, qui a fait ça. Eh bien, il prend un cas clinique du Dr House. Le Dr House, il lui faut 45 minutes pour résoudre le cas clinique. Il demande aux médecins qui sont dans la salle de tweeter le cas clinique. 20 minutes plus tard, le diagnostic est fait. Voilà. Parce qu'on a bénéficié, grâce à cette connexion, d'une intelligence collective. Et ça, c'est la chose qui est la plus importante dans cette première étape de connexion, c'est que nous connecter sur des réseaux sociaux sécurisés, ça veut dire pouvoir échanger les données, pouvoir agrandir le cercle d'experts à qui on a une question à poser. Avant, on avait simplement les gens autour de nous, et bien maintenant, le monde s'offre à vous, et il est facile de poser une question via les réseaux sociaux à des experts mondiaux qui vont vous répondre, souvent en plus assez rapidement, parce qu'ils sont eux aussi très geeks. Donc on utilise pour ça des messageries sécurisées, et puis on n'oublie pas, quand on envoie
des cas cliniques, de les anonymiser. Alors pour ça, vous avez des petites sociétés qui font ça. Vous avez Figure One pour les anglo-saxons, Medpix pour les Français, les francophones, qui sont utilisables, voilà, et qui permettent de partager des cas cliniques et parfois de débrouiller des problèmes avec une distance relative. Pour l'instant, ce n'est pas utilisable en médecine d'urgence, on n'a pas la réponse en temps réel. Alors, voilà, une fois parlé de ces réseaux sociaux, on va parler un peu des objets connectés qui sont disponibles pour les médecins urgentistes. Alors, déjà, c'est l'enseignement. Un truc tout bête. C'est en 2020, nous serons tous connectés. Parce que tous, nous serons abonnés à Urgence Direct Info, un petit peu de pub, puisque je fais partie du comité éditorial. Mais la connexion via les réseaux sociaux, ça vous permet de faciliter votre enseignement de façon très simple avec des interfaces, mais également de mettre en place des serious games. L'orateur suivant va en parler et c'est excessivement important, jusqu'à des systèmes de réalité virtuelle. Voilà. Là, vous avez un système de réalité virtuelle, je crois que c'est l'anesthésie. Moi, j'ai testé de la réalité virtuelle au tri médical de l'avant dans les armées. C'est absolument bluffant parce que c'est comme si vous y étiez et vous avez vos 20 blessés sous la tente dans le Mali. Il manque que la température et vous y êtes. Et bien, ces systèmes-là, c'est des systèmes connectés qui vont permettre d'améliorer la qualité médicale. Alors, ça peut aller loin, le système connecté. Vous voyez, même l'avantage, c'est que ça, si vous changez l'image, ça peut servir à autre chose après. Vous pouvez le rentabiliser, vous proposez ça à votre directeur, et très vite, ça pourra se rentabiliser par d'autres moyens. Alors, la téléexpertise, alors ça, c'est le grand truc des ARS en ce moment chez nous. Ils veulent faire de l'expertise à fond la caisse pour tout, parce que ça facilite l'accès aux spécialistes, ça évite les transferts, ça rentabilise aussi les experts, parce que le mec qui tourne dans plusieurs hôpitaux, il a du trajet, c'est pas rentable pour l'établissement. Alors, vous avez 1 tonne de systèmes qui vont de l'ophtalmo, de l'ORL, qui sont beaucoup implantés sur le système, la dermato aussi, beaucoup de télédermato, et puis le neurovasculaire. Alors, pour revenir au neurovasculaire, un petit truc assez amusant, c'est que nous, dans notre établissement, c'est que cette téléexpertise a quand même des limites. Voilà. Alors nous, on a un super système de neurovasculaire qui nous permet de connecter avec le neurovasculaire 24/24 du CHU. Bon, sauf que le neurovasculaire, il est d'astreinte chez lui. Donc on fait une visioconférence avec l'interne de neurologie qui téléphone au neurovasculaire. L'intérêt peut être à peu près assez discutable. Mais là, c'est un problème de sécurisation des pouvoirs publics qui veulent des systèmes tellement sécurisés qu'ils sont forcément du point à point d'hôpital à hôpital et qui du coup ne sont plus utilisables pour bénéficier de l'avis 24/24. Ou aussi le système du GCS, où pour donner un avis, il faut que vous payiez. C'est quand même un concept, il n'y a que les ARS qui peuvent penser un truc comme ça. Alors nous, on a développé des petites choses. À Évreux, par exemple, et puis François a les mêmes en préhospitalier et à Metz, on a mis en place des lunettes connectées. Alors ça permettait effectivement de faire de la téléexpertise, de dermatologie, d'ophtalmo. Voilà. Et puis, pour nos jeunes assistants, ça a aussi un autre intérêt. C'est que quand les jeunes ils prennent leur première garde, eh bien, il y a un senior qui est d'astreinte chez lui, voilà, et qui, en cas de besoin, peut se connecter. Alors, dans la vraie vie, en fait, ils sont largement brillants, donc ils ne se connectent pas, mais ils savent qu'ils ont cette possibilité-là. Ils sont connectés 1 fois ou 2 à peine depuis novembre dernier, mais ce n'est pas grave, ça les a rassurés pour faire leur garde. Donc, finalement, même si l'outil n'a pas servi, le fait d'être connecté leur a apporté une assurance en termes de garde et ils ont certainement beaucoup moins stressé. On a testé aussi les téléassistances pour expliquer comment on fait pour un aide... sur un drainage thoracique, par exemple. Eh bien, sur des systèmes de lunettes connectées, ça nous permet de voir la photo, de la noter et de la renvoyer dans le prisme. Et du coup, le jeune assistant qui est au bout, au moins, sait exactement où il va pouvoir piquer sans risque pour le patient. Alors, est-ce que la télémédecine, c'est une solution à la désertification médicale? Parce que ça, on l'entend en long, en large, en travers. Ça réduit les transports, d'accord, c'est bien, mais c'est une charge de travail supplémentaire. Parce que la télémédecine, l'ARS, elle a beau y croire, ça reste quand même de la médecine. Et donc, c'est du temps de consultation. Et puis, c'est bien de faire du temps de consultation. On a déjà pas assez de docteurs pour voir les patients physiquement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va voir les patients par télémédecine à la place de les voir physiquement? Ou est-ce qu'on va nous demander de voir des patients en télémédecine en plus des patients qu'on a déjà vus? Alors, tous connectés en 2020, c'est bien, mais il va falloir un peu d'effectifs si on veut s'appliquer à faire de la télémédecine. Alors, autre chose de la connexion, la réalité augmentée. En fait, la réalité augmentée, ça consiste à superposer une image sur un support réel. Voilà, c'est un mélange de virtuel et de réel. Et bien, voilà. Alors, des systèmes de base, ça, c'est pas du tout connecté. C'est un truc que j'ai chez moi, là, c'est la Q-veine. Voilà, en fait, ça photographie les veines avec une technologie proche infrarouge, et ensuite, ça va projeter l'image sur la main du patient, et donc, ça va projeter l'image des veines. Ça ne fait pas apparaître les veines directement. C'est un système de réalité augmentée.
Et ces réalités augmentées, à un moment, elles vont pouvoir aller beaucoup plus loin, y compris sur des systèmes chirurgicaux. Imaginez que vous superposez l'image de votre rachis qui vous venez de faire un scanner avec le corps du patient pour faire une ponction lombaire. Tout de suite, ça facilite la vie. Il n'y a pas à dire. Donc cette connexion, en fait, ça va permettre d'améliorer la qualité de nos prises en charge et de faciliter nos gestes. Également, ce qu'on a en cours, c'est l'impression 3D. Pour l'instant, c'est non compatible avec l'urgence parce que fabriquer une orthèse, ça va prendre un petit peu de temps. Mais actuellement, pour scanner un membre, il suffit d'avoir un iPad avec un logiciel adapté. Et en fait, cet iPad, et c'est l'important de la connexion, parce que la connexion, justement, cette connexion va permettre de réduire la taille des machines qui traitent l'information, puisqu'on va envoyer les informations à un serveur extérieur qui va retraiter, un peu trop vite, et qui va imprimer l'attelle. Aujourd'hui, ça prend 3 heures à faire, une attelle comme ça. Il y a 2 ans, ça prenait 3 jours. On peut espérer qu'en 2020, fabriquer une orthèse sur mesure dans un service d'urgence, ça aille même plus vite que de faire un plâtre. Ce qui va quand même largement nous faciliter la vie pour tous ceux qui n'aiment pas le macomoulage comme moi, ça peut être vite très intéressant. Alors, être connecté, ça va dire aussi avoir des aides au diagnostic. Alors ça, c'est une petite parenthèse, c'est un truc génial qui existe aux États-Unis, qui n'existe pas chez nous. C'est le rêve de l'urgentiste confronté aux déprimés. Voilà, aux vieux. Ça marche pour les deux. Eh bien, vous mettez les médicaments que les pompiers vous ramènent dans la petite boîte MedSnap, vous faites la photo, et l'appareil, le serveur va sous-traiter et va analyser les comprimés en fonction de leur couleur, leur taille, et va permettre de savoir ce qu'il y a comme médicament. C'est tout bête, mais vous êtes tous posé la question en disant « qu'est-ce qu'il peut bien prendre ?» Alors, les vieux, ils vous ramènent leur pilulier, et puis les suicidaires, ils vous ramènent leur boîte de médicaments. Enfin, ils vomissent parfois même les médicaments, mais ils vous ramènent rarement la boîte avec tout le contenu. Et bien, ces outils-là, d'aide au diagnostic, par des objets connectés, vont nous faciliter la vie. Alors, la connexion, ça va toucher aussi les outils cliniques. On va améliorer la perception du malade. Ça va permettre de visualiser ce que jusqu'à présent on ne faisait que percevoir, et puis d'analyser ces données. C'est-à-dire qu'en gros, on va passer brutalement de l'ANEG, car je vous rappelle que votre super stéto Littmann que vous avez tous, ça n'est jamais qu'un truc qui date de 76, c'est-à-dire qui est aussi vieux que moi, et finalement qui n'a pas beaucoup évolué depuis le 19e siècle. C'est toujours un système de perception d'une vibration sonore. Alors qu'avec des outils connectés, vous allez pouvoir non seulement entendre le bruit, l'analyser, le filtrer, le traiter, voire identifier. Je ne vous l'ai pas montré l'autre jour, sur cette diapo, mais il y a un nouvel outil là, qui est sorti il y a peu de temps aux États-Unis, qui est une espèce d'oreille qui arrive à reconnaître les perturbations du flux coronaire et identifier la présence de plaques d'athérome juste avec le son. Voilà, ces engins sont sous-traités ensuite, le problème par des serveurs extérieurs. Alors, tous connectés, c'est bien, mais faut-il encore avoir de la connexion? Alors, je ne sais pas comment c'est dans les hôpitaux belges, mais alors, le Wi-Fi des hôpitaux français, ça ne vend pas tous les jours du rêve. On n'est pas toujours dans du haut débit. Et ça, il va falloir aussi que nos administrations s'y mettent et comprennent que pour faire du connecté, il faut avoir des moyens techniques. Alors, un petit mot sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est bien beau. AlphaGo, ok, ça permet de gagner au jeu de Go contre un joueur professionnel, mais ça ne sert pas qu'à ça. L'intelligence artificielle, c'est clairement le prochain avenir de la médecine connectée. Parce que cette intelligence artificielle, en fait, elle va nous permettre d'interpréter des examens. Des électrocardiogrammes, là, il y a un programme qui s'appelle Cardiologues qui commence à poindre au bout de son nez. L'imagerie, on commence à se dire que le radiologue, c'est peut-être pas une espèce indispensable pour traiter de l'image. Et on a des logiciels qui commencent à faire aussi bien. Alors, j'ai même découvert, en venant en Belgique à Charleroi l'année dernière, un de vos collègues, le professeur Cook, qui nous a même expliqué que les pigeons reconnaissaient les tumeurs mammaires aussi bien que les radiologues, mais coûtaient beaucoup moins cher. Et en plus, ils n'avaient pas peur de la lumière, contrairement aux radiologues. Mais voilà, donc ces outils-là sont des outils d'avenir qui vont permettre certainement de revoir la façon dont on travaille au niveau médecine. Et puis, il y a Watson. Alors, Watson, c'est un truc sympa, c'est un super processeur d'IBM. Voilà, alors, on l'a expérimenté en cancérologie, contre 1000 cancérologues. Eh bien, Watson trouve les mêmes alternatives thérapeutiques que 99% des médecins. Donc, en choix thérapeutique, sur un protocole de chimio, Watson est aussi efficace que le médecin. C'est même plus grave que ça. C'est que 99%, il est d'accord avec le cancérologue, mais dans 20 cas, il a trouvé un traitement auquel les cancérologues n'avaient pas pensé. Et a posteriori, ils ont dit « Ah oui, c'est peut-être pas mal ». Alors, c'est certainement l'avenir de notre
connexion, mais on ne fera peut-être plus de diagnostic sans une aide connectée avec nous. Et pour les patients, c'est certainement beaucoup mieux. Après, pour ce qui est du docteur, ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est bien, les médecins ils vont être connectés. Mais il va falloir aussi connecter les patients. Et les patients, eux, ils sont déjà connectés. Alors, ça va du plus simple, dossier médical connecté, notre ami Lucien Baudson, les smartphones connectés et les bracelets. Alors, tout ça, c'est bien gentil. C'est des choses qui sont assez basiques. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Et la vraie question qui va se poser sur le fait que nous soyons tous connectés est qu'est-ce qu'on va faire des données qui sont retransmises par ces objets? Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais moi, j'ai déjà vu des patients qui se sont pointés aux urgences en disant « Ouais, alors ma montre m'a signalé que je faisais des arythmies. » C'est bien, des arythmies qui étaient asymptomatiques, mais simplement l'appareil a appelé au secours, alors qu'elles sont asymptomatiques. Comment est-ce qu'on va traiter ces données au jour d'aujourd'hui? Eh bien, ça va être excessivement compliqué, parce que ces appareils vont mesurer des choses en temps continu, ce que nous faisions jusqu'à présent qu'en discontinu. Et prendre en charge des thérapeutiques sur des systèmes symptomatiques, c'est utile. Prendre en charge des événements non symptomatiques, eh bien, faut-il les traiter? Oui, non. Ça va être une vraie révolution philosophique, dont je n'ai pas la réponse, clairement, mais il va falloir qu'on commence à y penser parce que le médecin connecté, c'est bien, le patient connecté, c'est beaucoup plus problématique. Et puis, il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes. Voilà, alors vous avez des systèmes qui monitorent la température des enfants en temps continu, les t-shirts connectés alors pour repérer les épileptiques, les cardioskin, pour les troubles du rythme cardiaque, pour les risques d'infarctus. Là, nous, on va essayer le cardioskin avec le SAMU pour les non-stémies qui ressortent en attente de coroscanner. Voilà, s'il est une ouverture thoracique, il appelle le SAMU et le médecin urgentiste voit le CG en temps réel de ce patient en sortie temporaire. La question, c'est quand tout le monde sera connecté avec ce genre d'appareil, qu'est-ce qu'on fera en régulation? Ça va être excessivement compliqué. Ou est-ce que ça va nous simplifier la vie? Ça, c'est un vrai débat. Est-ce que ça va nous faciliter la vie ou est-ce que ça va nous le compliquer? Alors, on peut avoir des choses encore plus complexes. Le dernier qui est sorti, vous avez peut-être vu dans les journaux, l'Abilify connecté. Voilà, maintenant, même la pilule surveille le patient. Voilà, et on peut vérifier que le patient a avalé son traitement grâce à un patch. Donc, vous voyez, en termes de connexion, il y a quasiment tout qui est imaginable. Et pour 2020, oui, ça va, 2020, c'est dans 3 ans. Mais pour après, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais, que faire des données? Il y a aussi un problème légal dans cette histoire. Ça veut dire qu'on est relié en permanence à son patient. Quelle va être notre responsabilité? À partir du moment où on sait surveiller un patient en continu, comment est-ce qu'on va faire pour avoir du repos, ne serait-ce que ça? Deuxième truc, alors on va prendre l'exemple des Google Cars. Ok, la Google Car, c'est génial, la voiture conduit toute seule. Alors, prenez un exemple. Il n'y a pas forcément, si je dis OK Google, il va se réveiller, lui. Alors, la Google Car, c'est un truc tout bête, mais votre voiture, si elle a le choix entre écraser le piéton et vous mettre dans le mur et vous tuer, quel choix doit-elle prendre? C'est compliqué. Quel algorithme va-t-elle suivre? Et surtout, qui va être responsable? Le fabricant? Le conducteur? Le piéton? Voilà, la voiture? Tout est imaginable. Et avec ces données, la vraie question qui va se poser, ça va être la responsabilité. Parce qu'avoir des données en permanence du patient, ça va nous nécessiter le besoin, ça va vous mettre en place le besoin de travailler autrement. Alors l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est peut-être finalement le fameux tricorder pour les fans de Star Trek. Ça va être travailler autrement. Alors le tricorder, pour ceux qui ne seraient pas complètement geeks, c'est un système que le docteur McCoy dans Star Trek passe sur le patient et ça fait le diagnostic. C'est peut-être ça notre avenir de la connexion. Alors on se dit, c'est de la science-fiction, ça n'existe pas. Pas si sûr. Le X-Prize de Qualcomm, c'est 2,5 millions d'euros de dollars, qui ont été versés l'année dernière à ce petit engin, Dexter, qui est un système qui permet de faire de la saturation, de l'analyse du flux, de l'analyse des molécules expirées, l'analyse d'urine. Il a une tonne de petits paramètres et il est opérationnel. Il est capable de faire tout seul, en autonomie complète, ce qu'on n'a même pas connecté, une vingtaine de diagnostics, hors connexion.
Alors imaginez bien que connecté, ce que je vous disais tout à l'heure, avec un IBM Watson, sa capacité d'analyse des paramètres est absolument monstrueuse. Et la question, c'est qu'il va falloir faire une médecine différente. C'est que nous allons faire une médecine d'analyse des paramètres. Et quand nous serons tous connectés, ces éléments-là, il va falloir les prendre en compte. Alors, avant de vous souhaiter une vie longue et prospère comme sur Vulcain, hein, on va se poser 2-3 questions. Bah oui, on sera tous connectés en 2020. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, est-ce qu'on sera encore là en 2070 ? Ça, c'est une autre solution. La machine est très en avance. Je vous remercie.